bien parti. Alors, Quentin. Oh, belle montagne. Oh, Bonjour, très beau haha. bouquin. Bon, mes chers amis, je suis très content de faire une chronique. Je pensais pas faire une chronique sur ce livre au début, quand je l'ai acheté, quand je l'ai lu. Au début, moi, je voulais faire que du cinéma. Bam, bam, cinéma, cinéma, cinéma. J'ai des choses à dire sur le cinéma. Bam, bam, bam. Je me suis dit, faut changer un petit peu. Et puis le problème du cinéma, c'est que il faut trouver les images. Parce que j'aime bien vous montrer ce que je trouve intéressant. Et je pense que quand on fait une critique, c'est important, vous voyez, de montrer en fait et d'argumenter avec des exemples. Et au cinéma, il faut forcément montrer des extraits de films. Et pour la littérature, bah, c'est pareil. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire certains passages du bouquin que j'ai trouvé particulièrement très intéressants. Donc, La montagne magique de Thomas Mann. Je pense que tu peux avancer un petit peu, mon cher Mathis. Ok. Parfait. Donc, rapidement, comme on avait fait sur Visconti, je vais parler de Monsieur Mann. Alors, pour ceux qui se souviennent, si vous vous souvenez, j'avais parlé de Thomas Mann dans ma chronique sur Visconti. Est-ce que vous vous en souvenez? En J'étais effet, là et j'ai même oublié, moi. Je me souviens Thomas pas de ce que j'ai fait il y a 3 jours, donc C'est pas grave, je comprends. Thomas Mann, en fait, c'est donc un auteur, comme vous avez vu, donc, qui est né en fin du 19e siècle et qui est mort au milieu, après la Seconde Guerre mondiale, 10 ans plus tard. Donc c'est un prix Nobel de la littérature. Donc déjà, j'ai oublié de le préciser, mais c'est un Allemand. Et c'est un écrivain de la décadence. Alors pour ceux qui se souviennent, comme j'avais dit, Visconti, lorsqu'il réalise sa trilogie basée un petit peu sur l'univers sur Wagner, Ouais. il parle de la décadence. La décadence, c'est quoi? C'est tout ce qui est. Alors, on n'est pas sur la oh là là, c'est la décadence un peu religieuse, etc. Non, là, on est sur la décadence civilisationnelle et des mœurs, mais aussi des corps et de la maladie, etc. Ce genre de choses. Donc, et évidemment, la décadence, c'est vers le bas, ça va vers le bas. C'est quand on part du plus haut vers le plus bas. Bref. Donc c'est un mouvement et l'une des nouvelles de Thomas Mann avait été adaptée par Visconti, La mort Lise, pour ce lien qu'on peut faire entre ces deux auteurs. Donc c'est un auteur conservateur et bourgeois. Donc voilà, très important de le préciser parce que lorsqu'est arrivé un certain moustachu pendant la Seconde Guerre mondiale, lui, qui avant la Seconde Guerre mondiale, on aurait pu penser qu'il soutiendrait ce petit moustachu, lui, il a décidé de ne pas le soutenir parce qu'il avait peur que d'une chose, c'était que sa culture à lui, c'est-à-dire la culture humaniste et bourgeoise et classique, comme on peut dire, allait être malmenée par le petit moustachu. Du coup, il s'est barré aux États-Unis pour continuer à écrire des bouquins et pour critiquer le dictateur. Bref, il est mort 10 ans après et il nous a produit comme une belle œuvre, La montagne magique, pour un autre de ses livres qui est Les Buddenbrock, que je n'ai pas lu, j'avoue. Donc je ne sais pas, mais on remarque quand même directement que c'est quelqu'un qui est assez important. Donc ce qui est important aussi de noter, c'est que c'est quelqu'un qui a été inspiré par beaucoup d'auteurs donc, de la décadence un petit peu, comme Wagner par exemple, ou Nietzsche, ou Goethe aussi. C'est un peu des romantiques. Thomas Mann est un peu l'héritier des romantiques, ces trois auteurs que j'ai cités étant romantiques, c'est un auteur du romantisme allemand, enfin un héritier du romantisme allemand. Donc le bouquin, La montagne magique, est une œuvre assez volumineuse, comme vous pouvez le voir. Ça fait 1100 pages. beau bébé, hein. Beau bébé. 1100 pages, c'est assez énorme, je vous le dis. Et bon. Ce qui est intéressant dans ce livre, en fait, c'est que donc La montagne magique, c'est l'histoire d'un petit ingénieur, voilà.
Ça tombe bien, j'ai envie de dire. C'est un petit ingénieur allemand qui décide de rejoindre son... Donc ça, on est avant la Première Guerre mondiale, hein. C'est un petit ingénieur allemand qui décide de rejoindre son cousin dans un sanatorium à Davos, histoire de lui rendre visite, parce que son cousin est malade, et à Davos, c'est en Suisse, à la montagne. Oui. Et donc son cousin est malade, il décide de le rejoindre pour passer 3 petites semaines avec lui, à la base. Mais il est piégé par la magie et par l'atmosphère de ce lieu, qui est assez étrange. D'ailleurs, c'est assez, on rentre clairement dans une société un petit peu, dans ce sanatorium, une société vachement codifiée, très étrange et qui n'est pas accessible aux personnes qui viennent de l'extérieur. Par exemple, quand Hans arrive, son cousin Joachim lui dit souvent chez nous en haut, vous voyez, chez nous en haut. C'est-à-dire que les autres, ceux qui ne vivent pas au sanatorium, ils ne font pas partie de leur monde. Et ça, c'est assez intéressant, ça va nous créer dès les premières pages une super atmosphère. Et donc, monsieur Hans Castorp, à la base, il devait rester 3 semaines, mais on lui découvre une petite maladie, et au final, devinez combien d'années il va rester Ah, j'ai dit des années déjà. Beaucoup, si c'est des années. Moi, je parie sur un petit toute sa vie. Non, pas toute sa vie. Ah. Il restera 7 ans au sanatorium de Davos. Ah ouais, 7, ouais, c'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre, en effet. Et pour ce qui n'est pas grand-chose, une petite tâche hein, sur le... Bref. Et donc, il restera 7 ans dans ce sanatorium à petit s'imprégner de la culture de ce lieu privilégié et très codifié. Et c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il traite du temps qui passe. Voilà. Donc, ça tombe bien que tu aies parlé du temps à la chronique d'avant. Parce que, à l'instar de Proust, d'une certaine manière, Thomas Mann, dans La Montagne Magique, il nous parle du temps qui passe. Et il nous parle souvent du temps qui passe, et c'est très intéressant, j'en parlerai un peu plus tard. Et donc, dans ce temps qui passe, il se passe aussi beaucoup d'expériences, beaucoup... Ce livre, en fait, c'est d'une certaine manière, c'est un livre initiatique. On suit Hans, qui est un personnage, tu peux passer à la diapositive, Hans, qui est un personnage assez neutre, banal. De la vie même de l'auteur, c'est un personnage fade, qui en fait, comme souvent dans les œuvres que l'on lit, qu'on regarde, etc., le personnage principal, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est généralement les personnages secondaires. Souvent, on dit mon personnage préféré, c'est lui, c'est rarement le personnage principal. Parce que le personnage principal, il est souvent pas très intéressant. Bah, il est juste véhicule du récit et pour que exactement. Le lecteur se rende dans le personnage. C'est ça, exactement. Et donc ce Hans Castorp, qui est un personnage qu'on apprécie beaucoup parce c'est quelqu'un c'est un ingénieur. Déjà, ça me fait marrer puisque comme je suis étudiant en école d'ingé, vous aussi, c'est assez rigolo. Il y a des petits calculs là entre deux lignes. C'est un livre, ouais. Bref. Ensuite, on a Joachim, son cousin, du coup, comme je vous l'ai dit, qui lui est un militaire allemand, qui est donc lui qui est le malade et donc qui est le premier à vivre à la montagne, au sanatorium, et qui est donc rejoint par son cousin, comme je vous le disais. Et Joachim, lui, ce qu'il veut, c'est une chose, redescendre en ville, faire son service militaire, faire l'armée, devenir officier, etc. Lui, ce qu'il ne veut, il n'a de cesse que de vouloir retourner en ville. Enfin, quitter le sanatorium. Malgré tout, lui, il est vraiment malade. Donc, il ne peut pas vraiment se permettre de partir. Donc, ce qui est intéressant avec Joachim aussi, c'est que c'est un personnage c'est le personnage le plus doux, le plus gentil, le plus lisse, le plus poli et le moins, le moins fou. C'est le personnage le moins extravagant. C'est vraiment le personnage le plus poli, c'est un militaire, quoi, vous voyez. Mais tout dans la gentillesse. Il est droit. Il est droit, exactement, toujours. Là où, par exemple, Hans, les deux vont tomber amoureux d'une femme différente, la chance, tant mieux. Et là où Hans osera aller parler à cette demoiselle, Joachim, tout le temps qu'il restera
à la montagne, malgré on comprend la réciprocité de ce qui se passe entre les deux personnages, entre Joachim et l'autre demoiselle, Maroussia, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est pas un personnage très important, mais malgré tout cela, on comprend que Joachim, lui, il est droit. Et ça pose le personnage, on comprend bien qui il est. Ensuite, il y a Settembrini, qui est l'intellectuel un petit peu, et Nafta, qui est aussi un intellectuel. Et en fait, là où Settembrini et Nafta, on en parlera plus tard tout à l'heure, c'est deux personnages très ambivalents, qui sont les deux intellectuels et qui vont tous les deux former Hans, qui lui est à la quête, qui est en quête un petit peu, c'est un peu une quête ésotérique, on pourrait dire, à la quête de la philosophie, de la politique, etc., de comprendre ces choses qui le dépassent, parce qu'il ne comprend pas tout ça. Et c'est très intéressant parce que comme du coup... idée, ça. Comment ? Très romantique comme idée. Même les illustrations que tu mets à côté, ça me fait très penser au tableau qui est très célèbre au-dessus de la mer de nuages. Comment il s'appelle ce tableau oui, le voyageur devant, je sais plus quoi, Ouais, la mer de nuages, je voyageur sais plus. devant la mer de nuages. Je sais C'est un peu ça, non? Tu vois, Le- t'essayes de le- chercher l'inconnu dans cet esprit. Ce qui est D'ailleurs, totalement ça, avec ce que tu dis. cette, C'est un peu ça, cette ouais. Ça peut montagne, être ça, ça peut elle est être comme ça. connue, c'est le mont Cervin. C'est le Cervin. C'est le tableau là, donc c'est le tableau qu'il y a sur la Couverture. page sur la couverture, merci. C'est le lever de soleil sur le Cervin de Albert Bierstadt. Bon, c'est un Allemand, je sais pas dire son prénom, son nom de famille. Bref, et donc je trouve cette illustration magnifique, c'est pour ça que je l'ai mise. Et donc Settembrini Nafta, ce qui est aussi très intéressant, c'est que Settembrini il représente les Lumières, l'idéologie des Lumières, l'idéologie humaniste, bourgeoise, libérale. Donc plutôt un personnage comme je vous l'ai dit, qu'on pourrait rapprocher de Thomas Mann, de l'auteur. Là où Nafta, lui, c'est vraiment toutes les extrémités possibles. C'est un juif qui se convertit au christianisme et devient jésuite, qui fait l'apologie tout en étant très... C'est un prêtre, quoi, vous voyez, c'est un moine bien... voilà, qui fait l'apologie du communisme, qui dit des... C'est un personnage qui vraiment est très part dans toute l'extrémité et il représente d'une certaine manière tous les extrémismes qui touchent l'Allemagne à cette époque-là de la rédaction de l'auteur. Donc l'auteur a écrit le livre après. Donc le bouquin est sorti en 1924, enfin entre 1912 et 1924. Et donc Settembrini représente vraiment cette idéologie des Lumières. Et Nafta représente vraiment tous les extrémismes, si on peut dire ça, on peut appeler ça comme ça. Chaque personnage est un peu le reflet de une partie de la société que l'auteur vit, en fait. Absolument, ouais. Il utilise l'histoire pour défendre un point de vue, si je peux dire. C'est ça, pour véhiculer un message. Et Hans, lui, qui représente, on va dire, l'allemand de base, quoi, il est vraiment tiraillé tout le temps entre Settembrini et Nafta. Et c'est vraiment génial parce que bon, je vous lirai un débat entre Settembrini et Nafta parce que c'est parmi les meilleurs moments du bouquin. Et c'est assez exceptionnel. Les personnages, ils sont une fois l'un, une fois l'autre. Enfin, c'est vraiment cool. Et ensuite, il y a Claudia Chauchat, qui est le personnage féminin le plus important du récit. Qui est donc, comment on peut dire ça sans utiliser un anglicisme dégueulasse, qui est la femme dont Hans Castorp va tomber amoureux. Et Claudia aussi, elle représente clairement, comment dire, elle représente un petit peu la sensualité féminine, l'exotisme aussi, puisqu'elle a un accent un petit peu exotique, elle roule les R, etc. Elle est russe, donc on comprend qu'elle représente un petit peu la sensualité, l'érotisme, etc. Et c'est un personnage qui est vachement intéressant parce qu'il va vraiment... C'est par ce personnage que Hans va vraiment décider de rester au sanatorium parce que vous verrez tout à l'heure, puisque je vais vous lire un petit passage bien sympathique. Tu peux passer à la suite. Mon petit Métis. Voilà. Donc,
comme je disais, la perception du temps. Donc ça, c'est vraiment génial dans ce bouquin. Et je vais vous lire une partie. C'est que, globalement, le personnage de Hans, dès qu'il arrive, lui, il se dit direct « Putain, je me sens trop intelligent. » Donc là, c'est dans les premiers chapitres, vous voyez, première page. Pardon. Première page, il se dit ouais, je philosophe, je parle du temps et tout. Et c'est très intéressant parce que donc là, c'est une réflexion de l'auteur sur le temps. Et je vais vous lire rapidement un passage. Donc là, on est au moment où Hans arrive et il commence à s'acclimater à son nouvel habitat. Environnement, merci. C'est que l'acclimatation à un endroit étranger est un singulier phénomène. Au prix d'une adaptation et d'un changement d'habitude certes pénible, on s'astreint à cette acclimatation pour elle-même, en quelque sorte, avec l'intention bien arrêtée d'y renoncer dès son achèvement ou peu après. Afin de revenir à l'état antérieur, si l'on intercale ce genre de phase dans le contexte général de notre vie, à titre d'interruption et d'intermède, c'est pour se délasser, c'est-à-dire entraîner au renouvellement et au bouleversement de notre organisme. Il était trop choyé, relâché, émoussé par un mode de vie ou à la routine indisciplinée, ou qui risquait de l'être. Or, à quoi tient ce relâchement qui nous rend insensibles lorsque des règles ont été trop longtemps observées? Il n'est guère dû à l'usure, ni à l'épuisement physique et à l'intellectuel qu'entraînent les exigences de la vie, car alors le simple repos pourrait, à coup sûr, y remédier en redonnant des forces. C'est plutôt d'ordre psychique. C'est notre vécu du temps qui menace de disparaître. Lorsque la monotonie est incessante, ce vécu est en lui-même si apparenté, si lié à la joie de vivre qu'on ne saurait affaiblir sans gravement porter atteinte à cette dernière. Si la nature de l'ennui, il y a pléthore de conceptions érodées. On croit dans l'ensemble que l'intérêt et la nouveauté des contenus font passer le temps, c'est-à-dire le raccourcissent, tandis que la monotonie et le vide en appesantissent et en freinent la course. Ce n'est pas forcément pertinent. La monotonie dilate l'instant et règle et l'heure en les rendant interminables, tandis qu'ils abrègent les grandes énormes masses de temps et les font se volatiliser jusqu'à les réduire à néant. A l'inverse, un contenu riche et intéressant est sans doute en mesure d'écourter et d'alléger une heure, voire une journée. Cependant, à une grande échelle, il confère au cours du temps de l'ampleur, du poids et de la solidité, si bien que les années mouvementées passent bien plus lentement que ces années pauvres, vides et légères, qui, emportées par le vent, se dissipent. L'ennui infini, comme on dit, n'est donc en fait qu'un abrègement pathologique du temps, ayant pour source la monotonie. Si rien n'interrompt le train-train, le grand laps de temps diminue d'une façon qui nous donne un coup au cœur. Chaque journée étant comme les autres, tous les jours semblent n'en faire qu'un. Si l'uniformité était totale, la vie à plus longue serait perçue comme fort brève et s'éclipserait sans prix égard. L'habitude endort notre sens du temps, ou du moins l'affaiblit, et c'est sûrement aussi à cause d'elle que nos années de jeunesse sont vécues comme lentes, tandis que la suite de la vie se précipite et s'envole. Introduire des changements d'habitude et des renouvellements est, et on le sait bien, le seul moyen de se maintenir en vie, de réactiver son sens du temps, de rajeunir, renforcer et ralentir notre vécu du temps, et ce faisant de restaurer toute notre joie de vivre. Tel est le but des changements d'air et de décor, des villégiatures balnéaires, telle est la vertu réparatrice des diversions et des épisodes. Les premières journées d'un nouveau séjour ont une allure juvénile, c'est-à-dire vigoureuse et ample, et l'on compte 6 ou 8. Puis à mesure que l'on s'acclimate, l'heure a plutôt qu'on veut s'y rapprocher, on observe avec effroi que les jours se remettent à s'allonger, à filer à toute vitesse sur 4 semaines, par exemple. La dernière est d'une rapidité et d'une fugacité inquiétantes. Voilà. Et là, on comprend bien sur la perception du temps, c'est qu'en fait, ce que nous dit l'auteur, c'est que ça vous est certainement déjà arrivé. Elle semble lente sur le moment, mais lorsqu'on tourne les yeux, qu'on regarde la semaine qu'on vient de faire, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et que là, c'est passé quelque chose sur le moment de très... On apprécie
beaucoup, le temps, on a l'impression qu'il passe plus vite. Mais lorsqu'on retourne une semaine après le dos, enfin lorsqu'on se retourne, on voit bien qu'en fait, on a l'impression que le temps a été plus long. Et ça, c'est assez intéressant. Mann en parle directement dans son livre. Là aussi, directement dans le livre, moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans aussi, c'est de vous montrer que, en fait, c'est sur cette phrase-là qu'il dit blablabla. Les premières journées d'un nouveau séjour ont une allure juvénile, c'est-à-dire vigoureuse et ample, et l'on compte 6 ou 8. C'est exactement. Ça va. Ouais, moi, j'ai complètement perdu. Allô? J'ai pas du Quentin, ok. Moi, on t'entend avec le on Ah. t'entend, mais ta caméra a freeze. Ouais. Ouais. Et de temps en temps, tu bugs pas mal sur l'extrait. Je sais pas si ça se voit plus au live. Nous, ça se voit un peu. Vous C'est m'entendez ou pas? compréhensible. Là, c'est mieux, ouais. Ouais. Moi, je l'ai complètement perdu. Pareil. Le problème Parce que moi, technique. On va y arriver. j'ai perdu Rams et Jojo. Non, visiblement. Oui, tranquillement pour nous. Faut juste demander. Mais ouais, parce que c'est très connu, Fuck. du coup, Thomas Mann, c'est C'est ce chiant. rapport au temps. Et c'est rigolo quand même, hein, parce que c'était pas prévu à la base. Joshua, Quentin, vous faites des trucs. Samy, il se passe des trucs dans Pokémon. Il n'y a pas des Pokémon qui nous font du truc en rapport avec le Ah non, non, voyages. après, si tu veux, je te fais un let's play, hein, y a pas de problème. Alors, non, c'est bon. On va je joue essayer, au hein. jeu, il y a un petit rapport avec le temps, mais ça serait du spoil. Voilà, Samy, ton but, c'est de ne pas arriver à autant de Joshua, hein. Ce n'est pas un concours. Non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Non, mais ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai que cette période romantique même sur toutes les œuvres qui ont été dans l'entre-deux-guerres, c'est très intéressant le rapport des auteurs vieux qui ont vécu la Première Guerre mondiale et le rapport des auteurs jeunes qui l'ont pas vécu mais qui l'ont quand même parlé de cette ambiance, de ces années-là, de ces trucs. Ouais, de l'entre-deux-guerres, comment- c'est vraiment très particulier. Ouais, c'est super particulier. Et surtout, c'est pas le même rapport parce que la Première Guerre mondiale. Ah, Quentin, Vous m'entendez? Oui. ouais. T'as quelques problèmes de lag, je crois. C'est bon? Bah oui, je pense. Ça Je sais va. pas, Ah, je c'est vois bon. pas ta caméra actuellement. Ouais, bon, la régie nous dit que c'est pas si mal. Donc je t'en prie, Ok, bon. moi je trouve ça passionnant Je ces suis lectures désolé pour d'extraits. Je suis désolé pour ce petit désagrément. Non, c'était tout ça. Je vous lisais cet extrait tout simplement pour vous dire en fait que donc comme je vous disais, ce qui m'intéressait c'était surtout la fin où il disait que lorsqu'on arrive quelque part, les 3 premiers jours on a l'impression que ça dure une éternité. Puis les 3 semaines suivantes, les journées semblent passer super vite. Et ça, je suis sûr que ça vous est tous déjà arrivé en vacances. Vous partez la première semaine, ouais, c'est trop bien. La deuxième, ça passe super longtemps. Et la deuxième semaine, t'as l'impression que c'est déjà la fin et qu'on doit repartir, rentrer à la maison le lendemain. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé à vous. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que c'est construit exactement de la même manière. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le personnage va rester 7 ans. Et environ un tiers du récit, c'est les 3 premières semaines du personnage au sanatorium. Oh, Et c'est rigolo. Les 2 autres suivants, les 2 tiers d'après, c'est les 7 années qui suivent. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui fait que ce livre est vraiment bien, c'est que vraiment le thème
du livre, le temps, il est lié aussi à la construction de l'œuvre. Et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est, pour moi, fait que ce bouquin exceptionnel, tout simplement. Tu allais dire quelque chose, Bastien, pardon. Non, mais c'est et justement, je te disais que je trouvais ça très rigolo justement que là, tu nous as lu un extrait avec ce rapport au temps et que tu as plusieurs notions de, en fait, l'auteur joue aussi, enfin joue, travaille ce concept à plusieurs lui Mhm. aussi échelles. Il travaille ce C'est ça, concept en le reprenant et en faisant un parallèle entre sa société et la société qui vit, et en même temps, en fait, il consacre énormément de temps et ça doit être assez passionnant. Ça doit être. C'est quand que tu l'as lu un peu ce truc-là de en étapes ou t'as eu vraiment des périodes d'intense lecture. Enfin, je sais pas comment tu lis, mais ah de ouais. passion. Euh, Ben, globalement, moi, quand j'ai commencé un livre, je le termine, donc je l'ai lu en un mois à peu près. Ah, T'as des moments où je lisais, je sais pas, 200 pages en une semaine, tu vois, et t'as d'autres moments où je lisais beaucoup moins. J'ai commencé à rejouer à Minecraft avec des amis, du coup, j'ai pas trop eu le. Il y a une semaine où j'ai fait je une semaine de comprends. cours. Le classique. Mais sinon, globalement, je l'ai lu. C'est ça. Mais globalement, je l'ai lu assez vite, ouais. Et j'étais vraiment dedans, donc voilà. On peut passer à la suite. Deuxième thème, du coup. Et on va passer donc cette fois-ci au chapitre Nuit de Vaspurgis, qui est le chapitre qui m'a. Je pense que ce livre, c'est le moment où vous voyez, des fois vous lisez un livre et vous lisez une phrase et puis vous le posez, le bouquin 5 minutes sur vos jambes et vous dites ah ouais, waouh. Et vous repensez, vous êtes juste épiphanie, quoi. Vous vous rendez compte, waouh, c'est exceptionnel. Donc c'est donc ça que c'est capable de nous faire ressentir un livre. Et bien ça m'est arrivé avec ce bouquin. Et dans ce chapitre, Nuit de Vaspurgis, qui est une référence à Goethe, donc qui est le bonhomme sur la gauche de l'écran. Et Nuit de Vaspurgis fait référence à son Faust et à l'une des parties, enfin à une partie du Faust où Faust et Méphistophélès, enfin Méphistophélès amène Faust dans à la Nuit de Vaspurgis, qui est une ancienne fête païenne et qui est donc qui a été au Moyen Âge, vous voyez les fêtes païennes qui ont été associées au sabbat des sorcières avec les démons, le diable, etc. Et donc comme je vous l'ai dit, Thomas Mann est très inspiré par Goethe. Donc quand on lit le début du chapitre et qu'on lit le nom de Nuit de Vaspurgis, directement ça nous fait tilt et on comprend de quoi ils veulent nous parler. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'au-delà du fait de nommer un chapitre comme un des moments du Faust de Goethe, il y a aussi des références directes à Goethe. Et je vais vous lire un petit passage. Donc là, La Nuit de Vaspurgis, en fait, dans ce livre, ce chapitre, il raconte l'histoire de la soirée de Mardi Gras, et où le sanatorium de Davos se transforme en une immense fête où l'alcool, où tout le monde est malade, mais parce qu'il n'y a que des malades, hein, évidemment, dans ce sanatorium, mais où tous les malades font la fête, ils boivent, ils rigolent, ils chantent, on oublie la maladie quasiment, et les mœurs comment dire, on n'est plus dans la droiture allemande, vous voyez ce que je veux dire, et donc ni dans le puritanisme. Et donc je vais vous lire un petit passage, et donc on est en pleine fête, et voilà ce qui se passe. Dans l'escorte du masque bleu et de la muette se trouvait Claudia Chauchat. Claudia Chauchat, je vous souvenez de qui c'est, qui avait quitté les salons avec les autres pour regagner la salle à manger. Flanquée de Tamara Latignas et d'un convive à la cage thoracique et concave, un certain Bourligine, qui était en smoking. Elle passa près de la table de Hans dans sa robe neuve et obligua vers celle du jeune Ganser et de mademoiselle Cliffield, où les mains dans le dos, elle resta à rire et à bavarder, les yeux comme deux fentes, laissant ses accompagnateurs ressortir de la salle pour suivre ses spectres allégoriques. Elle avait elle-même coiffé un chapeau de cotillon qu'elle n'avait pas acheté, une sorte de pliage pour les enfants, un simple On le repère. On le repère. papier blanc, Ah tournement ouais, doré te laissé repère quand. Ah, allô? Oui. Ouais. C'est Oui. bon, toujours pas?
En fait, t'es un peu C'est du bon. lag spag, c'est un peu. Ouais, c'est bizarre. Et c'est bon, vous m'avez. Ouais, là, Je me là, suis vas-y, arrêté où? je t'en prie. Là, on t'a récupéré. Ok, blablabla. Sa robe de soie bordorée laissait apparaître les pieds. La jupe était un peu bouffante. Nous ne dirons plus un mot de ses bras qui étaient nus jusqu'aux épaules. Oh mon Dieu, quelle horreur. Bref. Regarde-la bien. Hans entendit monsieur Settembrini lui adresser ce mot, comme de loin. Il suivait du regard Claudia qui ne tarda pas à se diriger vers la porte vitrée pour ressortir. C'est Lilith. Qui donc demanda Hans. Tout content, l'homme de lettres lui donna la réplique. La première femme d'Adam. Prends garde, blabla, à ses beaux cheveux, qui est une référence donc à Goethe. Donc ce qui est assez génial, c'est que directement, Monsieur Settembrini, le personnage de Settembrini, cite Goethe directement dans le chapitre qui s'appelle Lui de Vassurgis, qui est une référence au Faust de Goethe. Je trouve cette mise en abîme assez intéressante. On va passer ensuite donc, à un moment qui m'a fait, je vous l'ai dit, épiphanie. On m'entend bien, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Ok. Donc on est toujours dans le même chapitre, et cette fois-ci, Hans et Joachim, du coup, ils jouent à un petit jeu où on doit, on doit reproduire un dessin en regardant vers le haut, etc., avec un crayon. Et il n'est pas content parce que son crayon il est trop petit. Donc c'est parti jouer. Et donc il va en profiter pour aller taper la discute avec sa chérie. Dans la cohue, accoudé à l'épaule de Joachim, une main autour du menton et l'autre appuyée sur la hanche, Hans regardait un dessinateur. Il bavardait en riant. Voulant dessiner à son tour, il le réclama à haute voix et obtint le crayon qui, déjà bien raccourci, ne tenait plus qu'entre le pouce et l'index. Hans pesta contre ce moignon et, levant vers le plafond son visage aveugle, poussa un juron et maudit cette nullité de crayon, tout en esquissant d'une main leste une ineptie effarante sur le carton, dont il dépassa enfin les bords pour se retrouver sur la nappe. « Ça ne compte pas, cria-t-il au beau milieu des rires qu'il avait bien mérité. Comment peut-on avec un truc pareil? Au diable !» Et il jeta le coupable dans le bol de punch. « Qui a un crayon digne de ce nom et peut me le prêter? Il faut que je recommence. Un crayon! Qui a un autre ?» cria-t-il de toutes parts, le bras gauche encore appuyé sur la table et agitant la main droite. On ne lui en donna pas. Là-dessus, il tourna les talons et passa dans l'autre salle en continuant à crier. À la droit sur Claudia Chauchat qui, il le savait, se tenait non loin de la porte du petit salon, d'où elle observait en souriant l'animation régnant à la table de punch. Il entendit un appel dans son dos d'harmonieux propos étrangers. Alors moi je peux me le permettre, parce que mon grand-père est italien, donc je peux me le permettre. Ingenere, aspetti, che cosa fa? Ingenere, e poi machin chose. Bref, je sais pas, on va arrêter le massacre. Sa propre voix couvrit cependant ses paroles, si bien que l'on vit M. Settembrini lever les bras au ciel, geste courant dans son pays, difficile à résumer, et en un mot accompagné d'un « et » prolongé, et quitta la soirée de Mardi Gras. Quant à Hans, qui se trouvait dans la cour de récréation rouge brique, il regarda de très près l'épicanthus des yeux glauques surplombant les pommettes saillantes et dit « Tu n'aurais pas un crayon par hasard ?» Il était d'une pâleur mortelle, aussi pâle que le jour où, souillé de sang, il était arrivé à la conférence après sa promenade en solitaire. En action derrière sa face, les nerfs vasomoteurs avaient pu effacer la peau exsangue de son jeune visage, en accuser le nez et donner aux cernes un aspect livide et cadavérique. Mais le nerf sympathique fit battre le cœur à si grands coups que Hans, parfaitement incapable de respirer régulièrement, fut secoué de frissons dus aux glandes sébacées de son corps, lesquels se redressèrent, ainsi que ses follicules pileux. La porteuse de tricorne le toisa de la tête aux pieds, avec un sourire ne trahissant pas une once de pitié ou de sollicitude face à ses traits ravagés. Ce sexe ignore la compassion et l'inquiétude avant les affres de la passion. Cet élément lui étant manifestement bien plus familier qu'à l'homme qui, par nature, y est très mal à l'aise et s'y voit toujours accueilli par des moqueries malicieuses. Du reste, il y a fort à croire qu'il n'y avait que faire de sa pitié et de sa sollicitude. Moi, répondit à ce tutoiement la malade au bras nu, oui, peut-être.
et il n'entrait guère dans son sourire ou dans sa voix que ce vague émoi qui survint au moment où tombent les premiers mots d'une relation longtemps muette. Émoi assez sonore pour inclure secrètement tout le passé dans cet instant-là. Tu es très ambitieux, tu es très empressé. Et là, à partir du moment où j'ai lu cette réponse, eh bien j'ai posé mon livre pendant 5 minutes parce que c'était un moment exceptionnel. Donc, j'imagine que c'est quelque chose d'assez difficile pour vous de vous mettre à ma place lorsque j'ai lu le bouquin. Donc là, on est quasiment à la moitié. Hein. On est à la page exactement 513. Ouais, on est quasiment à la moitié du bouquin. Bah, vu qu'on l'a pas lu, c'est compliqué de se. C'est ça. Mais les deux personnages, en fait, on comprend bien tout le long qu'il y a vraiment quelque chose qui se tisse juste par un jeu de regard. Et là, cette soirée, qui est une soirée de, comment je peux dire, Débauche. De débauche, exactement. En effet, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les personnages se tutoient. Hein, vous voyez. Et ça, c'est rigolo parce que personne se tutoie normalement dans le livre, sauf à ce moment-là, sauf à cette soirée-là, où même le personnage de Settembrini, il le dit, utilisez nous on est civilisés, utilisez le second, le second pronom du pluriel pour parler, parce que nous on est civilisés. Donc cette soirée de débauche, c'est à cette soirée de débauche qu'ils se rencontrent et qu'ils se tissent un vrai lien, et donc ensuite ils vont passer la soirée à discuter. Et c'est à cet instant-là en fait que Hans décidera vraiment de rester au sanatorium, puisqu'en fait mademoiselle Claudia, elle s'en va le lendemain et elle lui dit « Oh mais t'inquiète, je reviendrai un jour ». Du coup lui il se dit « Ah ben si elle revient un jour, faut que je l'attende ». Et donc il l'attend. Et voilà. Et ça, donc comme je vous dis, c'est vraiment ce chapitre, je pense que c'est l'un des plus beaux chapitres qui m'était donné de lire dans tout ce que j'ai pu lire. Bon, je ne suis pas un énorme lecteur non plus, mais je lis un peu et c'est vrai que ça casse. Hein. Tu veux passer à la suite, mon cher Mathis? Débat de haute qualité. Yes, alors là, voilà, comme je vous ai dit. Voilà. Pas mal. Le montage est. Ah, le montage est exceptionnel. Il y a eu beaucoup de travail. Oui, Ça se voit. Alors, le montage est exceptionnel. J'ai beaucoup rigolé parce que je suis quelqu'un de très très drôle. Non, je déconne. Mais j'aime beaucoup me faire rire et faire de la merde comme ça. Et donc comme voilà, je vous représente, donc je me suis dit tiens, je vais prendre des montages, enfin des débats de merde et je vais les remplacer par des débats de qualité. Donc le débat de qualité, il est là-dedans. Voilà, donc il a été fait il y a 80 ans, évidemment, pas en 2022 ou 2023 non plus. Donc, comme je vous l'ai dit, Nafta et Settembrini, qui représentent les deux extrémités, on va dire, possibles, qui essaient de courtiser le jeune Hans et donc le jeune Allemand classique de base. Eux, ils s'envoient des punchlines. Hein. Ils sont, au final, Settembrini qui vit à la base au sanatorium, il n'a pas assez d'argent parce que ça coûte cher. Du coup, il se barre. Il va vivre toujours à la montagne puisqu'il est malade avec un coloc. Il vit en coloc avec Nafta. Et donc, les deux, ils se détestent. Les deux, ils sont fondamentalement opposés l'un ou l'autre. Et ils passent leur journée ensemble quand même à s'envoyer des punchlines et à se disputer pour savoir qui va réussir à influencer le plus ce petit Hans. Et c'est vraiment absolument fantastique. Et je dois vous lire donc ce moment, un moment exceptionnel, donc une petite passe-passe, je vais vous lire un petit passe-passe entre Monsieur Settembrini et Monsieur Nafta, qui est vachement intéressant. Alors, je sais plus où est-ce que j'en étais, blablabla. Attendez, faut que je retrouve le passage. Merde. Ah non, mais là c'est un passage où il n'y a que Nafta qui parle. Bon, c'est pas grave. Alors.
Parce qu'il parle C'est beaucoup, c'est le oui. débat entre du coup, un communiste juif radical contre. Non, non, c'est un jésuite Ah, anciennement qui est opposé au capitalisme, fondamentalement opposé au ouais, capitalisme et au libéralisme, qui voit salut Thierry. en le, qui est un, salut, qui est un royaliste, etc., qui voit dans le communisme ce qu'il y a de mieux pour combattre Satan et les forces de l'argent représentées par le capitalisme. Voilà, donc c'est absolument génial, j'adore, je trouve ça Ouais. exceptionnel. Et son débatteur, il est du coup, c'est. C'est un Italien qui est. Alors, j'ai mis des pastas parce que c'est un Italien, ok. Et du coup, c'est un Italien humaniste qui est un donc libéral, qui est pour le libéralisme et qui est héritier des Lumières. Oh, quel beau débat. Ça C'est promet. exceptionnel. Donc, je vais vous lire juste ce petit passe-passe. Donc, c'est juste Nafta qui répond. Parce que c'est. Ah merde, attends. Voilà, voilà. Certainement poursuivre. Alors, blabla. Benissimo, s'écria Hans, en reprenant avec emportement la formule d'approbation de Septembrini. Le temps, institut divine, destiné à tous, c'est essentiel. Certainement, poursuivit Nafta. Ces esprits humains ont trouvé écœurante l'idée d'une multiplication automatique de l'argent. Ils ont écarté tous les prêts à intérêt et les affaires de spéculation en les qualifiant d'usure. Ils parlent de l'Église. Et ils ont déclaré que tous les riches étaient des voleurs ou des héritiers de voleurs. Ils sont allés plus loin, comme Thomas d'Aquin. Ils ont tenu pour une activité infamante le commerce en général. Le simple négoce, le fait d'acheter et de revendre en réalisant un profit sans élaboration ni amélioration du bien économique. Ils n'étaient pas disposés à faire grand cas du travail en soi, car c'est une affaire d'éthique et non de religion, qui s'accomplit au service de la vie et non de Dieu. Et concernant tout simplement la vie et l'économie, ils ont exigé que l'activité productive conditionne tout avantage économique et devienne un critère de respectabilité. Pour eux, le paysan et l'artisan étaient dignes d'estime et non le commerçant et l'industriel. Ces esprits voulaient en effet que la production s'adapte aux besoins et détester la production de masse. Or, tous ces principes et ces critères économiques tombés en désuétude durant des siècles se voient ressuscités par le mouvement moderne du communisme. Là, ce qui est c'est absolument génial, c'est qu'à ce moment-là, on pense tous que Nafta est un ancien, un vieux de la vieille, vous voyez, catholique, traditionnaliste, royaliste, etc. Et là, il nous balance ça comme ça, et c'est absolument génial. L'analogie est parfaite, jusqu'au sens de la domination que revendique, pour contrer la spéculation et les commerces internationaux, le travail international et le prolétariat mondial qui, de nos jours, dresse l'esprit d'humanité et les critères du royaume de Dieu contre la pourriture bourgeoise et capitaliste. Oh. La dictature du prolétariat exige de salut public et économique de notre époque ne signifie pas la domination pour la domination et de toute éternité. Elle revient à abolir provisoirement l'antinomie de l'esprit et du pouvoir sous le signe de la croix. Elle revient à triompher du monde par les moyens d'une domination universelle. Elle signifie la transition, la transcendance, le royaume. Le prolétariat a repris l'œuvre du pape Grégoire. Il est habité par son zèle religieux, et pour ce qui est de verser le sang, il se retiendra aussi peu que lui. Il a pour mission une terreur qui rend au salut du monde et au but de la rédemption où les hommes, enfants de Dieu, vivent sans état et sans classe. Putain, tu vois, tu lis ça, mais c'est exceptionnel. Tu sois d'accord ou pas, moi je suis pas d'accord, hein, mais c'est exceptionnel. T'es là, putain. Et ça, c'est que des chapitres entiers où les mecs, les deux là, s'envoient des trucs comme ça. Et c'est absolument génial parce que du coup, comme je vous disais, les deux personnages ils représentent clairement les idéologies les plus, on va dire, les plus marquées de leur époque. Oui. Et c'est absolument génial de se dire ah bah tiens, ça j'aime bien, donc ça, là j'aime bien ce qu'il dit lui, ah j'aime bien ce qu'il dit lui, et c'est exactement ce que Hans fait, et au final, il n'y aura pas de choix. Hans ne va pas faire de choix entre Septembrini et Nafta, il n'aura pas à le faire, tout simplement. Et ça, c'est vraiment génial, en fait. Et moi, j'aime beaucoup parce que du coup, comme je le disais, Thomas Mann, c'est un mec qui avait une culture, qui était super intelligent, et il nous propose un bouquin qui a une aussi haute, une aussi haute proposition intellectuelle. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, et moi, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'au final, nous, on est comme Hans. Moi, je sais pas de quoi il me parle, là, mais c'est génial.
voyez, ce que je vous ai lu sur le temps au début, c'est d'une certaine manière, tu t'es déjà fait la réflexion, tu t'es déjà dit oui, c'est marrant, mais tu n'as jamais réussi à mettre des mots là-dessus. Et bien là, bam, tu mets des mots dessus. Et c'est génial, c'est que dans un roman, c'est un roman, hein, eh bien on a une véritable initiation. On suit le parcours initiatique de Hans et nous-mêmes, on est initiés à de la philosophie, de la politique, d'autres domaines plutôt religieux, etc. Et ça, c'est vraiment, je trouve, exceptionnel. Et c'est pour ça que je conseille grandement la lecture de La Montagne Magique de Thomas Mann, qui est une œuvre vachement longue, mais qui se lit relativement vite finalement. Avec la perception du temps, on disait. Comment ? Avec la perception du temps. Exactement, exactement. Bon, je suis vraiment désolé pour les problèmes de connexion que j'ai eus. Bon, il n'y a pas de souci, C'est c'était un très peu ta faute. Ça arrive. Ouais, ça arrive, mais c'était chiant quand même. Je comprends. C'était bien, c'était une belle chronique. Ouais. J'aime bien. Chaque fois, Quentin, tu nous ramènes des petits trucs, tu nous parles de trucs, tu nous élèves la chose. Moi, j'élève le débat. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, je trouve ça très cool à chaque fois. Tu nous viens nous parler d'un petit truc. La dernière fois, c'était le cinéma. Et là, tu vois, un autre exercice qui est de. Ouais, putain, c'est fatigant de lire comme ça. Lire haute voix, en plus, c'est dur. Hein. Ah ouais, de mettre les intonations et tout. Ouais, j'aime beaucoup l'exercice. Ça m'a plu. Ah. Et, bon. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs? Des questions peut-être? Non, c'est juste qu'à la fin, ça m'a fait penser voilà. un peu. Faut le savoir. Le fait que tu dis que dans un roman, il y a des savoirs philosophiques, des idées, ça m'a fait penser un peu, c'est pas la même chose, mais Candide de Voltaire ou de Rousseau, j'ai oublié. Ouais, Voltaire. de Voltaire, ouais, Voltaire. Candide. Justement, qui est un roman à la base, et pourtant c'est Ouais, c'est que de la philosophie derrière. C'est un conte philosophique, je crois que ça a été écrit comme tel. Ouais. Il me semble. Après, oui, ben, d'une certaine manière, de toute façon, la plupart des œuvres, souvent, tu as toujours un fond idéologique, intellectuel, philosophique derrière. Tout est politique, un peu, d'une certaine manière. Enfin, il n'y a jamais rien qui est neutre, qui va juste te raconter une histoire. Ça, c'est ce qui n'est pas intéressant, en fait, justement. À mon avis, en tout cas. Bah, très bien. Ah, et ton prochain bouquin, alors? C'est quoi? Ouais. À part le serveur Minecraft, du coup. Pas mal comme bouquin. Attends, depuis ça, j'en ai lu des tonnes, mais le prochain, ce sera celui-ci, Londres de Louis-Ferdinand Céline, que j'ai acheté la semaine dernière. Ah oui. Ouais, il m'a un peu trouvé le cul, le prix, mais bon, on n'a pas le choix. Wow. Ouais, mais tu sais, avoir les bouquins en physique, c'est bien. Vive physique. 25 balles, ça pique, quoi. Putain, Ouais, bon, ça va encore. Ouais, c'est vrai. Ça se passe, mais ouais. Et bah, très bien. Et donc, transitionnons. Nous étions... Ah ouais, nous étions peut-être dans une forme de bug, non, je pense. Et peut-être que via cette transition, nous allons retrouver le bug. Non. Pitié non. Non, pitié non. Ouais. En vrai, nous étions dans le romantisme, dans une forme d'art, et là, nous passons dans un autre art, peut-être moins officiel, mais bon, il y a des créatures bizarres. Donc, est-ce que c'est un art après tout? Qui sait? Bon, transition.